Lorsqu'à 25 ans, on se retrouve à déposer le bilan, à divorcer alors que ça faisait même pas 2 ans de mariage et que mon fils avait 1 an et à se retrouver en banqueroute personnelle, hein. J'avais pas 50 € pour faire des courses. Je me souviens, j'étais avec ma mère au supermarché et j'avais plus rien. Si elle n'était pas là et si mes parents n'étaient pas là à ce moment-là pour m'aider un minimum, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai et puis je ne veux même pas savoir. Mais en tout cas, je me suis retrouvé à 25 ans à essayer d'analyser ce qui s'est passé. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Donc je m'appelle Adrien Sfessi, j'ai 38 ans et je dirige le groupe Horstil, qui est une société familiale qui fabrique notamment de l'éclairage, de l'appareillage électrique et de la quincaillerie haut de gamme. On va d'abord commencer par ton enfance, parler un petit peu de ton passé. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens? Alors je suis né à Nice. J'ai grandi à Nice toute mon enfance. Je suis très peu parti, puisque je suis parti 1 année à Aix-en-Provence pour passer ma licence. Et j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer le soleil, de côtoyer la montagne et de vivre dans un environnement qui a toujours été très agréable pour mon développement personnel. Tu l'as dit quand tu t'es présenté, l'entreprise que tu diriges, elle est familiale. Donc elle a été créée par ton grand-père puis reprise par ton père. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux m'expliquer un petit peu l'histoire de cette entreprise, sa date de création quand ton grand-père l'a créée, jusqu'à ce que ton père la reprenne? Alors l'entreprise que je dirige, Horstil, a été créée par mon grand-père dans les années 50. Il est un immigré italien, yougoslave même, et lorsque la guerre de Yougoslavie était au plus fort, il a immigré en France. Il a été accueilli en France et il a continué sa vie personnelle et familiale à Nice. À Nice parce que ça lui représentait ces terres de Yougoslavie où il était sur la mer Adriatique et donc c'était un territoire qui le plaisait, il y avait la mer, le soleil et donc il s'est implanté à Nice malgré que le fait que son activité principale était de fabriquer des pièces de métal et qu'on était plutôt normalement à vocation à aller dans la vallée de Chamonix et donc il a préféré rester à Nice. Lorsque, dans les années 85, mon père, après son service militaire, a décidé de reprendre l'entreprise de mon grand-père, il y a eu un premier tournant de cette entreprise, puisqu'on est passé à l'ère du numérique, des commandes numériques, avec l'arrivée de premières machines à commande numérique dans l'entreprise, qui a permis de faire un bond en termes de technicité et de savoir-faire, puisqu'on passait d'un 100% fabriqué à la main à un 50% à la main, 50% aidé par des commandes numériques. Et a été créée donc la fameuse gamme Horstil, la fameuse marque Horstil, dans les années 85-90, qui avait pour vocation à créer des poignées de tirage de porte et des poignées de main courante qu'on vendait à différents cuisinistes français pour pouvoir équiper leur cuisine. Et donc cette gamme Horstil a continué pendant à peu près 10 ans avant de s'éteindre par la période du low cost et où il fallait trouver un moyen d'approvisionnement moins cher. Et finalement, de cette situation-là est née la nouvelle gamme Horstil dans les années 2000 d'éclairage où on venait vers nous pour cette réactivité. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'histoire de l'entreprise, on va parler un peu plus de toi. Toi, comment est-ce que tu tournais autour de cette entreprise quand tu étais petit? Est-ce que tu y passais du temps? Est-ce que ça t'intriguait? Est-ce que tu y allais parfois, t'accompagnais ton père peut-être? Alors cette entreprise, depuis ma plus tendre enfance, moi je me souviens, mes parents m'ont baptisé, ont fait la fête de mon baptême dans l'entreprise. Il n'y avait pas encore de machine, elle a été créée en juillet 85 et moi je suis né en janvier 85. Donc en fait, mon histoire, elle tourne autour de cette entreprise et de la reprise de l'entreprise du second bâtiment, parce que mon grand-père avait un autre bâtiment. Et donc en 85, il y a eu ce nouveau bâtiment. Et quand mon père a finalement fait évoluer cette entreprise,
J'ai toujours été avec lui le samedi, les vacances, dans les moments un petit peu où il fallait recharger les machines, il fallait mettre des pièces au chargeur pour pouvoir faire en sorte que elles puissent être livrées le lundi après que le week-end soit tourné. Je me souviens de mes 13-14 ans où j'ai commencé à faire une semaine de stage, après une semaine de travail. Je me souviens quand j'allais avec mon père, on s'arrêtait après au tabac qui est à côté et il m'achetait des petits bonbons pour me récompenser de la journée de travail que j'avais faite où je peignais, que ce soit une toilette, que ce soit un endroit, un réfectoire, et donc je me mettais minable. J'étais toujours sale de la tête aux pieds, mais c'est comme ça. Il y avait encore à l'époque des fameuses huiles de coupe, donc des odeurs particulières dans l'entreprise, et toutes ces odeurs ont animé toute ma jeunesse jusqu'à mes 18 ans finalement, et jusqu'à mon entrée à la faculté, où là j'ai décidé de faire autre chose de ma vie professionnelle. Quand tu as commencé un petit peu à faire des petites tâches comme ça dans l'entreprise, est-ce que ça te plaisait? Est-ce que tu te disais j'aimerais bien rentrer dedans? Ou est-ce qu'à cette époque ça t'intéressait pas du tout et tu faisais ça juste pour aider ton père entre guillemets? Alors ça a été au-delà d'aider, c'était il n'y avait pas trop de jeux vidéo à l'époque, je ne traînais pas dans les quartiers, donc je faisais du sport de haut niveau. Donc quand je ne faisais pas mon sport de haut niveau, j'allais avec mon père. C'était presque pas une obligation, mais quasi, puisque d'un côté, il est hors de question que je traîne à la maison, donc j'allais avec mon père. Ça a été comme ça au départ, donc c'est pour ça que jusqu'à mes 18 ans, j'ai pu quand même faire un mois, comme certains vont vendre des glaces à la plage. Moi, j'ai pu faire un mois de travail dans l'entreprise familiale, gagner mes premiers sous, mon premier salaire. Ça m'a permis après de pouvoir commencer à apprendre ce qu'était la valeur argent. Et finalement, j'ai toujours été détaché de ce métier parce que je n'arrivais pas à comprendre à l'époque l'intérêt d'appuyer sur un bouton d'une commande numérique pour faire 500 pièces, 1000 pièces, 2000 pièces pour autrui. Et ce qui a été vraiment marquant, c'est que cette notion, quand l'éclairage a été lancé, et cette petite marque d'éclairage qui avait été lancée hors style, même si la marque en elle-même date des années 90, en tout cas ce segment-là, vivotait, était piloté d'une façon où je n'avais pas mon mot à dire et où ça n'intéressait pas. Et donc j'ai pu, entre mes 18 ans et mes 30 ans, faire plein de choses à côté, apprendre plein de choses de la vie professionnelle avec des hauts et des bas, mais jusqu'à l'âge de mes 30 ans, je n'ai jamais eu l'idée d'aller travailler dans l'entreprise familiale. Je vais y revenir après plus en détail sur tes expériences entre tes 18 et tes 30 ans. Est-ce que, au-delà de ça, le monde de l'industrie, même si là, cette entreprise-là, tu ne trouvais pas de sens, est-ce que le monde de l'industrie t'intéressait quand même? Ou pareil, tu ne trouvais pas vraiment de sens et tu avais plus envie de t'intéresser à d'autres milieux? Alors il faut se remettre dans le contexte des années 2000, 95-2000. À cette époque-là, l'industrie n'était pas du tout les vecteurs de développement de la France. On en reparle aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que jamais mon père avait imaginé qu'on reprenne l'entreprise. C'était quelque chose, oui, ça aurait pu être une fierté pour lui, mais ce n'était pas envisageable parce qu'il fallait qu'on soit ingénieur, il fallait qu'on soit créateur de sociétés numériques, il fallait faire autre chose. Je me souviens, moi je suis adepte de certaines émissions à la télé et on ne parlait jamais d'industrie, jamais. Donc à partir de là, il n'y avait jamais cette volonté de reprendre cette entreprise familiale et de s'y intéresser en tout cas. Toi, ta volonté en partie quand tu étais jeune, c'était quand même la voie un peu entrepreneuriale, c'est ce que tu m'avais expliqué. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, d'où ça t'est venu, pourquoi cette envie dès ton plus jeune âge de diriger vers la voie entrepreneuriale? Alors moi, depuis tout petit, j'ai toujours adoré piloter, gérer, manager. Donc ça a pu être des bandes de copains au départ pour créer un projet parce qu'il y avait un projet à créer. Alors quand j'étais tout petit, on s'amusait le samedi, le dimanche avec les copains du quartier à faire des activités de troc, des mini-villes au sein de notre quartier. Donc j'ai toujours été un peu dans l'âme commerçante, dans l'âme entrepreneuriat. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, ma première société, je l'ai créée dès que j'ai eu 18 ans. Je ne savais pas qu'on pouvait en créer avant, donc je pensais que c'était 18 ans, donc j'ai créé ma première à 18 ans. Avant, j'avais créé des associations, loi 1901, pour promouvoir des activités sportives, pour promouvoir plein de choses. Et donc j'ai toujours baigné dans cet entrepreneuriat, mais dans le sens intéressé. Familialement, mon père était chef d'entreprise.
Il a toujours été très engagé associativement. Donc c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles j'ai pu constater, j'ai pu voir et j'ai pu m'épanouir autour de ça. Par contre, au fur et à mesure, je me suis intéressé donc à cette fameuse émission Capital sur M6 où je crois que j'ai vu 100% des épisodes depuis la création d'Emmanuel Chin jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois que j'ai pu regarder ces émissions, j'ai toujours transposé, non pas sur, comme certaines personnes peuvent avoir en disant « Ah, le rêve, oh là là, ils ont gagné, ils ont réussi ». Non, c'était comment je pouvais transposer quelque chose que je voyais à la télévision dans ma vie de tous les jours. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à créer des entreprises avec de la réussite, avec un peu moins de réussite à des moments donnés, mais au moins ça m'a toujours permis d'être en éveil sur ce qui se faisait. Et c'est comme ça que on a vu la série Netflix avec Bernard Tapie qui est sortie il y a peu de temps. Je me souviens d'un reportage de Capital sur Bernard Tapie. Donc moi je l'ai connu il y a peut-être 20 ans, mais en mode vraiment entrepreneur à cette époque-là. Et donc tout ça m'a permis vraiment de rentrer vraiment dans ce côté entrepreneuriat et je me suis très peu vu salarié dans ma vie. Je l'ai été d'ailleurs moins de 2 ans et tout le reste de ma vie, quand on regarde mon CV, j'ai été entrepreneur. Avant d'arriver à la première entreprise que tu as créée à 18 ans, puisqu'elle a un lien un peu avec ton sport au départ, on va parler de ça. Tu m'as dit que justement tu avais fait du sport de haut niveau. Est-ce que tu peux me parler un peu plus précisément de cette autre passion que tu avais qui était le patinage artistique ? Donc j'avais une autre passion qui a démarré à l'âge de 4 ans, qui est le patinage artistique. C'est une passion dans laquelle je suis tombé tout petit dedans, puisque c'est ma maman qui m'a amené à la patinoire Jean Bouin à Nice. Il faut savoir que la patinoire Jean Bouin, elle est juste à côté d'une piscine. Et donc j'apprenais à 4 ans à nager comme plein d'enfants. Et un samedi matin, sans le dire à mon père, elle m'a inscrit à une cour d'essai sur ce sport, parce qu'elle en avait fait quand elle était jeune et qu'elle aimait bien ça. Et comme dans le patinage artistique, il y a peu de garçons en proportion des filles, j'ai de suite toujours été un petit peu, on va dire, mis en avant par les moniteurs et qui ont voulu faire en sorte que je continue. Et donc j'en ai fait de mes 4 ans jusqu'à mes 22 ans. Et c'est un sport qui a guidé mon enfance, qui a guidé mon adolescence, qui a guidé mon tempérament, parce que quand on est sur ce sport-là, dans une patinoire, vous êtes sur une patinoire qui fait 60 mètres par 30 mètres, vous êtes tout seul sur la glace, donc quand vous tombez, il faut vous relever, quand vous avez un échec, il faut apprendre à se relever, et toujours à anticiper les choses. Et c'est vrai que finalement, ça a guidé beaucoup mon tempérament où aujourd'hui, ça ne me fait pas peur de me retrouver seul, et de devoir prendre des décisions seul. Mais voilà, c'est quelque chose qui a vraiment animé ma vie personnelle jusqu'à en devenir le directeur de ce club pendant 3 ans et à mener notamment sur la première activité entrepreneuriale la création d'un groupe de patineurs qui a œuvré sur des patinoires, ce qu'on appelle éphémères l'hiver, pour faire des spectacles de Noël. Justement, tu l'as dit en une phrase, quand on tombe, on apprend à se relever, etc. avec ce sport. C'est des similitudes que tu as vues entre à la fois ta passion ou ton objectif entrepreneurial et ce sport. Il y avait quand même des similitudes entre les deux qui rejoignaient ces deux passions, c'est ça ? Alors en effet, il y a des similitudes de vie entre l'entrepreneuriat et pour moi le sport que j'ai pratiqué. L'entrepreneuriat, on a beau tomber, il faut être capable de se relever. On a beau avoir des échecs avec des clients, avec des fournisseurs, avec plein de possibilités qui peuvent tomber sur nous, il faut être en capacité de se relever. Et finalement, quand j'ai fait du patinage artistique pendant 18 ans, pendant ces 18 ans, on apprend pareil. On tombe, ça fait mal, parce que tomber sur de la glace, c'est comme tomber sur le sol, hein, ça fait mal, on se tape, on se blesse. Et pour autant, il faut être capable de se relever de suite quand on est en compétition, ou être capable de se relever le lendemain quand on s'est blessé. Et donc, il y a vraiment, pour moi, au-delà du patinage, il y a vraiment des similitudes entre d'ailleurs le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Et beaucoup de sportifs de haut niveau sont des très bons entrepreneurs, ou des très bons entrepreneurs sont des bons sportifs. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette relation forte. Et finalement, les deux ont fini par se rejoindre. Tu as commencé à l'évoquer que tu as créé ta première entreprise à 18 ans en lien avec le patinage artistique. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consistait, pourquoi ce projet, comment c'est né ? Alors, il y a 18 ans, quand j'ai eu la chance de pouvoir créer ma première société, naturellement, j'ai fait un constat sur la patinoire où j'œuvrais au quotidien, d'un manque de visibilité en termes de communication, d'événementiel, d'information. Il y avait vraiment un
manquement complet sur comment animer un lieu de vie et comment pouvoir informer les gens, le public et les sportifs de ce qui se passe dans ce lieu-là. Et donc j'ai fait installer à 18 ans un écran géant avec un vidéoprojecteur qui diffusait des informations dans la patinoire. C'était la première fois où on commençait à avoir des téléconnectés qui étaient reliés à l'époque filairement, mais qui envoyaient des informations de publicité. Donc je faisais des spots de pub et je me suis mis dans un côté un petit peu publicitaire et événementiel pendant pratiquement 3 ans, jusqu'à même installer des logos sous la glace et où visuellement, par transparence, un petit peu comme on voit à la télévision, on avait le logo de la publicité qui apparaissait. Donc ça, c'est des choses comme ça que je me suis amusé parce qu'à l'époque, c'était pas, j'en vivais pas, mais je me suis amusé à lancer et ça a duré 3 ans jusqu'à ce que je recède cette activité-là à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai continué mes études pour les terminer et pour ensuite passer sur autre chose. Et quand tu faisais ça, cette société, etc., c'était quand même toute ta première expérience en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu te sentais à ta place? Tu sentais que c'était ce qui était fait pour toi, de diriger comme ça, de créer des projets? Lorsque cette société a été créée, je me suis senti à l'aise. À l'aise déjà parce qu'à 18 ans, j'étais encore chez papa et maman, donc je n'avais pas de notion financière sur de la rentabilité immédiate à faire puisque je n'avais pas d'enfants, pas de famille. Donc tout l'argent que je pouvais gagner, c'était un peu d'argent de poche qui me permettait d'acheter une voiture, de partir un peu en vacances ou d'aller faire quelques soirées avec les amis. Par contre, je me suis senti à l'aise de suite. C'est-à-dire que pour moi, savoir ce que c'était l'URSSAF, les impôts, connaître le fonctionnement d'une banque, finalement, je l'ai vécu à 18 ans et ça m'a jamais choqué ou ça m'a jamais effrayé en tout cas de devoir, on va dire, se mettre en place pour pouvoir progresser. Et donc cette société-là a été un premier test grandeur nature sur ce qu'on m'apprenait à l'école à ce moment-là et comment le transposer vraiment dans le milieu professionnel. C'est comme si j'étais en stage, mais en stage d'application, quoi. Le stage d'application, je l'ai fait tout seul à travers ma société. Parce que en quelques mots, est-ce que tu peux m'expliquer en une phrase quelles études tu faisais à côté de ces projets, par exemple? Alors après mon baccalauréat S, je me suis dirigé à la faculté de Nice pour devenir prof d'histoire géo. Alors ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais c'était une période de ma vie, un petit peu les 2 premières années de faculté, où j'étais un peu en recherche. Parce que les années de lycée étaient un peu compliquées, c'était la fin de mon épopée en tant que sportif de haut niveau, j'ai commencé un petit peu à ne plus progresser et donc j'ai eu mon baccalauréat avec 10 de moyenne en repêchage, il faut être clair. Et quand je suis rentré à la fac, je suis rentré dans le domaine d'activité qui me le plaisait le plus à l'époque et l'histoire-géographie me plaisait et plus particulièrement cette notion d'histoire mais et ça met encore plus de sens aujourd'hui dans ce qui a été fait à l'époque et comment le transposer à aujourd'hui, de ne pas oublier ses racines pour les amener aujourd'hui. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec des sociétés parce que, par exemple, quand on prend Orstyle, dans les années 90 a été créé, cette histoire a été créée, on a pu la ramener aujourd'hui sur réellement ce qu'on est. Et finalement, il y a plein de choses qui sont ressorties après, alors que pour autant, quand j'ai fait ces fameuses 2 années de doc de géographie, ça n'avait rien à voir avec mon activité entrepreneuriale. Et tu as fait d'autres études après en lien un peu plus avec le secteur de l'entrepreneuriat? Oui. Alors j'ai fait, après ce doc de géographie, je suis parti en licence à l'IAE et en master à l'IAE, donc l'Institut d'administration des entreprises. J'ai réussi à avoir une équivalence et une passerelle qui a pu être faite parce que j'ai prouvé, même si j'avais fait 3 ans auparavant qui n'avaient rien à voir avec le secteur d'activité, mais que j'avais des sociétés en parallèle et que donc j'avais ces fameuses notions d'entreprise, d'entrepreneuriat, et donc j'avais été mis au test pendant un trimestre par la faculté de Nice à l'IAE. Et finalement, je devais faire un point à la fin du premier trimestre. Le point n'a jamais été fait puisque en fait, je me suis retrouvé directement à ma place. Et c'est vrai que les 2 dernières années, le bac plus 4, bac plus 5 que j'ai pu opérer à la faculté de Nice m'ont ouvert complètement l'esprit sur cette fois-ci, sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire être entrepreneur. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tous les projets qui avaient été lancés étaient des projets qui me tentaient encore plus et où j'avançais vraiment sur des réflexions plus globales sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, est-ce qu'on peut créer. Voilà, on était vraiment dans ces notions-là.
Et je reviens sur ces activités justement que tu avais à côté de ces études. Donc le patinage, celle avec le patinage, on en a parlé. La suivante que tu as eue, ça a été en rapport avec le domaine des fleurs en partie. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce domaine, comment ça s'est présenté à toi, qu'est-ce que tu as fait finalement? Alors, à la fin de l'université et après mon expérience au sein du club de patinage en tant que dirigeant, je suis revenu à ma volonté d'être donc entrepreneur et créer quelque chose. Et à la suite d'un reportage sur Capital, dans toutes les analyses que j'avais pu faire, il y avait une activité qui pour moi n'était pas développée dans le secteur de Nice, qui était l'activité des fleurs en mode franchise, en mode enseigne. Il y avait beaucoup de magasins indépendants, il y avait beaucoup de petites boutiques, mais il n'y avait pas une activité qui réunissait sous X enseignes le même concept. Et donc, je me suis renseigné auprès de certains réseaux nationaux pour pouvoir faire une franchise sur Nice. Et comme à cet âge-là, j'adorais prendre des risques, en fait, j'ai créé ma propre enseigne tout seul, en partant de zéro et en imaginant un concept qui était un concept un petit peu décalé par rapport au monde de la fleur actuelle, plutôt basé sur du moyen haut de gamme. Et ça a été une expérience très intéressante humainement. Même si c'est la société elle a été liquidée, cette société. J'ai appris sur cette société ce qu'était un besoin en fonds de roulement, ce qu'était un impayé de fournisseurs, pas un impayé de clients, pardon. Et donc ça m'a ouvert l'esprit sur la dure loi de l'entrepreneuriat. Et donc à 25 ans, je me retrouve après avoir été primé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, par plusieurs magazines sur le fait que j'ai réussi à passer d'une boutique à 7 boutiques en l'espace de 3 ans. En l'espace de 6 mois, j'ai un impayé. Et là, le début de la descente aux enfers, quoi. Un chèque qui passe pas de loyer. Et ça a été les débuts de la fin. Malgré une association avec quelqu'un qui m'a un peu aidé pendant quelques temps, mais qui n'a pas injecté autant d'argent, parce qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était une levée de fonds, je ne savais même pas ce qu'on pouvait faire en termes de capital risque. Donc j'étais la tête dans le guidon sur mes activités. Et cette société a été liquidée. Ça a été extrêmement compliqué parce qu'à cette période-là, je ne prenais pas de salaire. Je considérais que l'échec était lié à moi, donc je privilégiais mes salariés plutôt que moi, et donc ça a enchaîné à titre personnel, un divorce, un burn-out et une remise en question complète de ce que j'étais. Heureusement, dans tout malheur, il y a du bonheur, puisque j'ai réussi, je ne sais pas comment, à me faire recruter dans des métiers de la grande distribution à cette époque-là, par une annonce, et ça m'a sauvé, mais vraiment sauvé, hein, parce que autrement je pense que j'aurais pu sombrer très très bas pour pouvoir me relancer ensuite. Tu m'avais dit une phrase en rapport avec cette période, c'est que tu avais fait à 25 ans ce que tout le monde avait fait à 40 ans. Est-ce que tu peux me redire cette phrase et être un peu plus précis par ce que tu entends par cette phrase justement? Lorsqu'à 25 ans, on se retrouve à déposer le bilan, à divorcer alors que ça faisait même pas 2 ans de mariage et que mon fils avait 1 an et à se retrouver en banqueroute personnelle, hein. J'avais pas 50 € pour faire des courses. Je me souviens, j'étais avec ma mère au supermarché et j'avais plus rien. Si elle n'était pas là et si mes parents n'étaient pas là à ce moment-là pour m'aider un minimum, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai et puis je ne veux même pas savoir. Mais en tout cas, je me suis retrouvé à 25 ans à essayer d'analyser ce qui s'est passé. Et c'est vrai que j'avais des personnes que je connaissais, que je fréquentais, qui avaient 40 ans, 45 ans, qui eux vivaient des choses un petit peu comme moi. Donc je me retrouvais à vivre des réunions ou des passages, des repas avec des personnes qui vivaient ce que je vivais moi, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont eu la période 30-40 ans où ils avaient leur société, 40 ans ils ont une difficulté, peut-être un divorce, peut-être autre chose, et vivaient des choses que je vivais moi à 25. Et c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu en avance sur mon âge, et j'ai toujours fréquenté des gens qui étaient plus vieux que moi. Et c'est vrai qu'à 25 ans, la chance, pareil, que j'ai eue, c'est qu'on se relève beaucoup plus à 25 ans, plus vite en tout cas, qu'à 40.
Parce que je le vois, j'approche de la quarantaine aujourd'hui, je vois ma situation économique, les enjeux financiers, les crédits de la maison, les enfants, tout ce que ça représente comme valeur financière et comme importance. S'il m'était arrivé ce que j'ai vécu à 25 ans aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué d'aller se redresser. À l'époque, je n'avais pas grand-chose, donc au final, je me suis retrouvé à titre personnel endetté, mais j'ai pu remonter. Donc c'est vrai qu'à 25 ans, le constat que j'ai fait, c'est que je me retrouvais à vivre des choses que vivaient des personnes qui étaient 15 ans plus âgées que moi, avec un sentiment de ah oui, moi je l'ai fait à 25. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que la caution personnelle veut dire quelque chose. Parce qu'à l'époque, je signais des cautions personnelles pour 25-30 000 euros. J'avais pris 4 crédits à 30 000 euros, ça fait 120 000 euros. Donc j'étais caution personnelle de 120 000 euros. C'est assez simple. Et on n'imagine pas que quand on écrit ça à 25 ans, en fait, c'est ce qui va arriver, quoi. Et quand ça se produit, toute cette expérience-là de vie amène à avoir un œil beaucoup plus averti. Et en tout cas, moi, auprès de beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui et d'amis qui me posent des questions des fois, je me permets de leur raconter ces expériences en disant « faites attention ». Moi, l'erreur fondamentale, c'est que quand j'aurais dû arrêter la société des fleurs à un moment donné parce que j'avais réussi à vendre quelques commerces, et il aurait fallu que je l'arrête, j'ai tout réinvesti. Et on ne met pas les œufs dans le même panier, en effet. Et c'est plein de petites erreurs comme ça qui m'ont appris en accéléré ce qu'était réellement la dure loi de l'entreprise. Mais pour autant, ça ne m'a pas empêché de continuer. Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdeviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.